comté d'Orange en Californie. Dans cette région ensoleillée en bordure de mer, la construction d'une université avance à grands pas. Son inauguration est prévue pour le début 2001. Le fondateur de ce futur campus est japonais. Il s'appelle Daisaku Ikeda et il est le président d'une organisation bouddhiste laïque, la Soka Gakkai. Il est le président d'une grande organisation religieuse qui ne compte pas moins de 12 millions de membres dans 128 pays. Bouddhiste et fortement concerné par la diplomatie internationale, M. Ikeda a sillonné le globe pour dialoguer avec nombre de personnalités marquantes. Le président Ikeda a créé de nombreuses institutions au Japon. Le siège de la Soka Gakkai, l'association des concerts Minnan, le groupe d'édition Seikyo Press qui publie le quotidien Seikyo Shimbun, le musée Fuji de Tokyo, ainsi que l'université Soka. Il a même été à l'origine d'un parti politique. Les 7 millions de membres de la Soka Gakkai représentent une part non négligeable d'électeurs sur l'échiquier politique japonais. De nos jours, le Komeito, le parti pour un gouvernement intègre, joue un rôle clé dans la politique japonaise. Depuis de nombreuses années, Daisaku Ikeda a été la cible favorite des attaques médiatiques. Certains journaux et magazines continuent à l'attaquer en mettant de gros titres comme « Le despote du royaume Soka » ou « Il s'empare du Japon » ou encore « La soif insatiable du pouvoir », etc. Depuis qu'il a accepté la direction de la Soka Gakkai, Daisaku Ikeda a été durant ces 40 dernières années aussi bien l'objet de critiques véhémentes que de félicitations. Qui est réellement Daisaku Ikeda? Et quelles sont ses vraies motivations? Daisaku Ikeda, l'homme. Janvier 1993. Daisaku Ikeda s'envole pour Los Angeles. Il va y visiter le musée de la tolérance. Ce musée, créé en mémoire de toutes les victimes de l'Holocauste, est un vaste bâtiment qui abrite un centre de recherche et de documentation sur tous les cas existants de non-respect des droits de l'homme. Il a été créé par le centre Simon Wiesenthal, centre fondé par une association dont un des buts est de mener devant les tribunaux d'anciens nazis accusés de crimes contre l'humanité. Monsieur Ikeda est fortement intéressé par les activités du centre Wiesenthal. En effet, il a toujours fait personnellement le parallèle entre les atrocités commises en Asie par les Japonais et celles perpétuées en Europe par les nazis. Monsieur Ikeda s'est donc occupé de la coordination avec le centre Wiesenthal pour l'organisation de l'exposition Anne Frank et l'Holocauste, le courage de se souvenir, qui a débuté au Japon en mai 1994. Cette grande exposition est déjà passée dans plus de 40 villes du Japon et a attiré plus d'1 500 000 visiteurs. Many of us on the other side of the Pacific in the United States Aux USA, nous avions une grande inquiétude concernant l'antisémitisme affiché dans les publications au Japon. Il était extrêmement choquant d'apprendre que dans de grandes librairies à Tokyo, des livres mensongers paradaient et bénéficiaient de publicité. J'ai donc visité le Japon 17 fois et j'ai fait connaissance de nombreux Japonais.
À travers ces expériences, j'ai compris que le partenaire le plus puissant dans le domaine de la vulgarisation civile était la Soka Gakkai, dirigée par le président Ikeda. Mais au début, nous étions très prudents à son égard, car nous avions entendu dire que c'était un homme dangereux ou un gourou. Pourquoi M. Ikeda se devait-il de faire venir cette exposition au Japon? 正しい認識がなければ将来は必ずまた不幸な悲惨な歴史を繰り返します。日本中は歴史憲法賞とある著名な国の学者が最近言いました。過去のことは悪いことはみんな流しちゃう。こういう非常に哲学のない深い体験のない信念のない国民であるということを心配します。そこへ来るとドイツのユダヤ民族が迫害されたその復讐のために最後の最後の地球の果てまで追求するあの姿、これが正しい世界を打ち立てていく平和を打ち立てていく方法であり道であり戦いであると私も思っております。I was pleasantly shocked because what emerged across the cultural gap was a commonality in terms of values. I found Daisaku Ikeda to be extraordinarily open. Nous avons été surpris de voir que M. Ikeda partageait la même conception de valeurs que nous. Il a le sens de l'humour, est très populaire et ne reste pas du tout immobile. De plus, il n'est pas typique en tant que japonais. Il répond aux questions de façon directe et nette. C'est quelqu'un qui a une philosophie profonde et du discernement et qui peut mettre son idéal en pratique dans la réalité. Daisaku Ikeda est né le 2 janvier 1928 dans un quartier populaire de Tokyo. Cadet de 5 garçons, la famille Ikeda vivait de la culture d'algues. Son père, Nenokichi, avait été surnommé par tous ses voisins le vieux dur à cuire. Sa mère, Ichi, était une femme courageuse et très travailleuse. Elle disait souvent, en éclatant de rire, que les Ikeda étaient des grands champions en matière de pauvreté. Le 8 décembre 1941, le Japon entrait en guerre contre les Américains. Le jeune Daisaku était alors âgé de 13 ans. 少年時代の深い傷というものは一生涯残るものです。私は5番目の五男でありましたけれども、長男も兵隊、次男も三男も四男も4人全部働き盛りの兄が中国へビルマへ戦争に取られました。その意味においては強烈に戦争というものの怖さ、そしてまた不幸さというものを今でも深く感じて忘れることはできません。Ceci est le fragment d'un miroir. Dans un de ses livres, M. Ikeda explique ce qu'il représente pour lui. C'est un morceau du miroir qui faisait partie du trousseau de ma mère quand elle s'est mariée. Un jour, ce miroir s'est brisé et mon frère aîné et moi en avons chacun pris un morceau. Quand mon frère est parti au front, il a emmené son morceau de miroir avec lui. Je mettais toujours le mien dans ma poche, même lorsque nous quittions brusquement la maison pour aller dans un abri, alors que les bombes incendiaires pleuvaient autour de nous. À cette époque, les Japonais étaient convaincus que la guerre dans laquelle ils s'étaient engagés était une guerre sacrée et divine. Les soldats qui tombaient au front étaient enterrés comme des héros, leur mort était glorifiée. Les jeunes garçons nourrissaient naturellement des élans de patriotisme. Son pays étant de plus en plus bombardé par les Alliés, le jeune Daisaku songea même à s'engager dans les forces aériennes japonaises.
Mais alors que la guerre atteignait son paroxysme, son frère aîné Kiichi, qui avait été envoyé en Chine, rentra et lui raconta ce qu'il vivait là-bas. Les soldats japonais commettent là-bas des atrocités plus qu'inhumaines. Je ne ressens que de la peine pour le peuple chinois. Daisaku, crois-moi, la guerre n'est pas une chose glorieuse. Puis Kiichi dut retourner au front, tout comme les 3 autres frères de Daisaku, rappelés l'un après l'autre. Daisaku souffrait de tuberculose à ce moment-là. Mais la propagande nationale exigeait de tous qu'ils se sacrifient pour leur pays. Bien que malade, Daisaku fut enrôlé de force dans une usine militaire. Constamment sous l'emprise d'une forte fièvre, parfois pris de vertige et crachant du sang, Daisaku était obligé de fabriquer des pièces pour les avions qui étaient utilisés lors des missions suicides des kamikazes. Ces missions étaient souvent accomplies par des garçons aussi jeunes que lui. Jour après jour, les Alliés intensifièrent leurs frappes aériennes et la maison de la famille Ikeda partit en fumée. Pendant que Daisaku courait parmi les décombres de son quartier encore en feu, les mots de son frère résonnaient à son oreille. Daisaku, crois-moi, la guerre n'est pas une chose glorieuse. Le peuple du Japon entend la voix de son empereur annonçant la capitulation du Japon et la fin de la guerre. Le 15 août 1945, la guerre est terminée. Kiichi, le fils aîné des Ikeda, celui sur qui sa famille comptait tant, ne revint jamais. Dans un de ses livres, Daisaku Ikeda raconte « La guerre était finie, et quand nous avons appris que Kiichi avait été tué en Birmanie, je me suis souvenu de ce miroir dont nous avions chacun pris un morceau. J'imaginais alors mon frère sur le front, sortant le sien durant une trêve pour y voir son visage mal rasé, pensant à sa mère et à la maison. Tenant mon morceau de miroir entre mes mains, les émotions qu'il avait dû ressentir à ce moment-là me frappèrent de plein fouet. Serrant alors le petit morceau de verre contre ma poitrine, je pleurais ce frère qui ne reviendra jamais. Les cendres de Kiichi furent envoyées à sa mère. Quand celle-ci les reçut, le jeune Daisaku dut tourner la tête, accablé de voir à quel point son visage d'habitude si souriant était déformé par la souffrance. La défaite japonaise de 1945 renversa toutes les valeurs qui avaient été jusqu'alors véhiculées dans le pays. Les livres scolaires qui proclamaient que l'empereur était un dieu vivant et que le Japon était donc un pays divin furent interdits. On commença alors à voir des nuées d'enfants japonais se rassembler autour des militaires américains pour leur demander du chocolat ou des bonbons. Hier, ces mêmes soldats étaient décrits comme des démons odieux et sanguinaires. Dans le chaos qui suivit la guerre, les gens cherchaient quelque chose qui leur permette de remplir ce vide immense qui était apparu dans leur vie. C'était un soir chaud et humide. La vie du jeune Daisaku Ikeda prit alors une nouvelle direction en ce mois d'août 1947.
Il venait d'être invité par un ami d'enfance à une réunion qui avait pour thème la philosophie de la vie. La réunion avait lieu dans une petite maison d'un quartier populaire de Tokyo. À l'intérieur, une vingtaine de personnes étaient rassemblées autour d'un homme d'âge mûr qui, fumant des cigarettes et suçant des pastilles à la menthe, parlait d'une voix rauque. Cet homme, c'était Josei Toda, le futur deuxième président de la Soka Gakkai. La Soka Gakkai fut fondée par un directeur d'école japonais, Tsunesaburo Makiguchi. À l'origine, la Soka Gakkai n'était qu'une association d'éducateurs qui désirait participer à une réforme complète et profonde du système éducatif japonais proposé par Makiguchi. Mais plus tard, elle se transforma en une organisation embrassant et faisant sienne les enseignements d'un moine bouddhiste du XIIIe siècle, Nichiren Daishonin. Josei Toda, qui enseignait à l'époque dans l'école de Makiguchi, faisait lui aussi partie de cette association. Durant la guerre, le gouvernement militariste japonais faisait tout son possible pour insuffler au peuple un grand élan de solidarité nationaliste, en contrôlant l'opinion publique. Il avait donc décidé d'imposer le shintoïsme à tous les Japonais. Une série de lois qui restreignaient considérablement les droits des autres courants religieux fut donc votée, et ceux qui osaient se dresser contre ces restrictions se voyaient sévèrement réprimés. Josei Toda et Tsunesaburo Makiguchi furent parmi ceux-ci. Arrêtés en 1943, ils furent mis en prison pour avoir violé la loi pour le maintien de la sécurité nationale et pour manque de respect envers l'État. À cause des mauvais traitements qu'on lui infligea en prison, Makiguchi finit par mourir dans sa cellule à 73 ans. Toda fut relâché le 3 juillet 1945, quelques semaines à peine avant la reddition du Japon. Malade et terriblement amaigri, il prit l'engagement de reconstruire la Soka Gakkai alors qu'il n'en restait pratiquement plus rien. 青年時代ある友人から戸田情勢という人がいると。戸田情勢という人は戦争を反対して牢獄から出た人だ。こう牢獄から出た人は私は信頼できると。戦争反対のために入った人生である。で連れられてお会いしました。で戸田情勢という方は宗教かと思ったけどもいわゆる坊主ではない僧侶ではない普通の紳士である。それで話も非常に普遍性である。ドグマじゃない。これは何を聞いても私の心を満たしてくれる知識を与えてくれるそういう人だな。こう私は納得したんです自分なりに。でこの人についていろいろと教えを受けようかこう決めました。En 1949, M. Ikeda travaillait dans la maison d'édition gérée par M. Toda. À cause de la crise économique due à la Seconde Guerre mondiale, les entreprises de M. Toda, base financière de la Soka Gakkai, se sont retrouvées aux abois. M. Morita, directeur général de la Soka Gakkai, nous parle de cette époque. Cette maison d'édition a fait faillite et les créanciers débarquaient sans cesse. C'était un véritable chaos. M. Ikeda s'excusait auprès des créanciers. On peut dire que seul M. Ikeda soutenait M. Toda à l'époque. Parce que cette société ne donnait plus de salaire aux employés, ils ont tous démissionné. Mais M. Ikeda est resté néanmoins dans cette entreprise. Si l'on n'est pas prêt à donner sa vie, il est impossible de faire une telle chose.
まさにこれはもう捨て身でなければできませんですね。Monsieur Toda a été dynamique, franc et affectueux. De plus, il adorait le saké. Ayant un profond sens de l'humour, il expliquait les enseignements très complexes du bouddhisme de façon compréhensible pour tous. Selon lui, une religion authentique a pour but de sauver les pauvres et les malades. Il a donc insisté sur le fait qu'il fallait se forger sa vie par soi-même au lieu d'accepter les difficultés comme une fatalité. Lorsqu'il est devenu président de la Soka Gakkai, elle ne comptait que 3000 adhérents. Grâce à lui, l'organisation a pris un élan fantastique et s'est développée jusqu'à 750 000 familles. Une fête sportive a été organisée avec 50 000 jeunes filles et jeunes hommes en 1957. M. Toda, considérablement affaibli à cette époque, a fait une déclaration pour l'abolition des armes nucléaires lors de la cérémonie de clôture de cette fête, véritable testament à l'intention de la jeunesse. Tout pays où personne qui utilise les armes nucléaires est un démon, un monstre. C'est la mission de la jeunesse japonaise de propager cette pensée dans le monde entier. En léguant cette mission à la jeunesse, il s'est éteint à l'âge de 58 ans. Il disait régulièrement que c'est l'enthousiasme et la force de la jeunesse qui ouvrent une nouvelle ère. Après le départ de M. Toda, 2 ans se sont écoulés sans président de la Soka Gakkai. Bien que les membres aient demandé avec insistance à M. Ikeda d'occuper cette fonction, il a refusé systématiquement. Le président Ikeda a exprimé son sentiment de l'époque dans son journal intime. Lundi 11 avril, temps ensoleillé. Réunion de la plus haute importance pour désigner le 3e président de la Soka Gakkai. Suis-je obligé de prendre une décision? Je souffre terriblement et ressens une tension au-delà des mots. Mardi 12 avril, nuageux. Je ne me porte pas bien. Une demande pressante d'accepter la nomination de 3e président de la Soka Gakkai m'a été transmise. Je l'ai refusée. Jeudi 14 avril, pluie, puis soleil. Il m'a été impossible de refuser. Cela signifie par conséquent l'acceptation de ma part. En fait, je n'ai pas le choix. En pensant à M. Toda, mon maître, seul, j'ai décidé. 3 mai 1960, le nouveau président que tout le monde attendait avec impatience est nommé. Ce jour-là, 20 000 membres se sont réunis à l'auditorium de l'université Nihon. L'âge de 32 ans, Daisaku Ikeda devint le 3e président de la Soka Gakkai. Lorsque M. Ikeda est rentré chez lui, après la cérémonie de sa nomination à la présidence de la Soka Gakkai, sa femme a déclaré « Aujourd'hui est jour de deuil pour la famille Ikeda ».
本当にもう義の母からなんかでも本当に子供の頃からもう虚弱体質でっていう、私が知った頃でももう弱かったですので、ですからともかくもう睡眠時間をなんとか取るということ、そのためには、海外に行った時なんかでももう心が少しでも休める時間っていいますか、そういう時間をなんとか作るっていう、そういうことしかできなかったかと思いますけれど。奥様への言葉とかありますか？お世話になりましたですね。お世話になりました。でも今は本当に一番健康なんです。もうよくこんなに健康になったっていう感じですね。En octobre 1960, 5 mois après avoir été nommé président, M. Ikeda est parti aux États-Unis. L'objectif de son voyage était d'encourager les femmes japonaises qui, s'étant mariées avec des soldats américains, étaient parties vivre aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Elles vivaient dans une grande solitude et elles éprouvaient un fort sentiment de peur devant l'inconnu. C'était le cas de Mme Katsue Elliott, qui s'est mariée en 1957 avec un militaire américain et est partie l'année suivante dans ce pays. I don't have a car. I don't know how to drive. Comme je n'avais pas de voiture, ne parlais pas anglais et n'avais pas d'argent, la vie était très dure. J'ai trouvé avec difficulté d'autres membres de la Soka Gakkai, mais eux aussi avaient à surmonter de grandes difficultés. Moi-même, je n'avais pas imaginé à quel point vivre aux USA serait un combat. À cause du décalage culturel, de la barrière linguistique et de bien d'autres obstacles, je vivais dans une grande solitude. Comme je ne parlais pas anglais, je vivais moi aussi dans une peur constante. Grace Takakuwa est arrivée aux USA en 1955. Les Américains sont des gens très ouverts. Mais même s'ils me parlaient, je ne pouvais pas répondre. Comme je ressentais une oppression permanente, je me suis enfermée chez moi. Even I went to restaurant together with the family, but still, surrounding atmosphere, the kind of pressure. Alors M. Ikeda a encouragé toutes ces femmes qui souffraient énormément et qui voulaient retourner au Japon. Il leur a dit de ne pas fuir la réalité et de remporter la victoire là où elle se trouvait. Il a également insisté sur le fait que chacune possédait une mission unique. D'autre part, il leur a donné 3 objectifs à réaliser: apprendre l'anglais, passer leur permis de conduire et obtenir la citoyenneté américaine. Ces 3 objectifs étaient pour moi impossibles à réaliser. Je trouvais qu'apprendre l'anglais était très difficile et que cela prendrait beaucoup de temps. Et sans parler cette langue, comment pouvoir passer un permis de conduire? De plus, je voulais retourner au Japon. Et je ne désirais pas obtenir la nationalité américaine. Il m'a donc été difficile de réaliser ces 3 objectifs. Mais finalement, parce qu'elles ont fait tous les efforts pour cela, les femmes japonaises ont pu retrouver l'espoir et accepter leur réalité. Maintenant, grâce à ces 3 objectifs, nous vivons toutes heureuses et nous nous sommes intégrées à la société américaine. Aujourd'hui, les USA sont mon pays natal. Ed Fiesel a 33 ans et il habite à Los Angeles. Il enseigne l'économie. Sa mère était l'une de ses femmes.